Bonjour à tous, petite vidéo après ces vacances sur la correction des exercices du chapitre sur les transformations nucléaires. Il y avait 4 exercices à corriger, le 12, 14, le 19 et le 23. Alors on va commencer par le 12. Bon, exercice assez simple, exercice numéro 12, on vous parle du plomb qui est instable, il se désintègre en formant du mercure et de l'hélium. Alors, quand on vous parle du plomb 185, du mercure 181 et de l'hélium 4, les chiffres 185, 181 et 4, ce sont les nombres de masse, nombre A, dans X, A, Z. Ce sont donc les nombres de masse parce que les numéros atomiques sont donnés en bas de l'exercice et on parle généralement de ce nombre de masse lorsqu'on parle d'un élément et notamment d'isotopes de l'élément. Exemple, le carbone 12 et le carbone 14, on dit 12 et 14 et pas 6. Or, ce qui caractérise un atome et un élément chimique surtout, c'est son Z, son numéro atomique. Et là, Z égale 6 pour le carbone notamment. Donc, première question de cet exercice 12. Il faut donner les écritures conventionnelles des noyaux des atomes de plomb, etc. etc. et les autres. Alors, le plomb, symbole Pb. On nous donne en bas d'exercice son Z, c'est 82. Et on vous parle du plomb 185. Voilà. Donc, voici l'écriture conventionnelle du plomb 82-185. Ensuite, vous avez le mercure. Le mercure, c'est comme symbole Hg. Son Z, c'est 80. Et son A, c'est 181. Et enfin, l'hélium, celui-là est plus connu, on l'avait vu dans le cours et dans d'autres exercices, He24. Deuxième question, il faut écrire l'équation de la réaction nucléaire. C'est donc le plomb qui est instable et c'est le plomb qui va se désintégrer. Donc le plomb 82-185 va donner donc le mercure. C'est vraiment, il n'y a aucun calcul à faire. C'est juste pour savoir si on a compris. Mercure 80-181 plus un atome d'hélium, une particule alpha au passage. Là, on peut vérifier les lois de conservation de Soddy, c'est-à-dire conservation sur le Z et conservation sur le A. On voit bien que 82 c'est égal à 80 plus 2 et que 185 c'est égal à 180 plus 4. Voilà, exercice assez simple, le 12. Je vous avais donné aussi le numéro 14. Alors, numéro 14, on vous propose 4 transformations et il fallait dire si les transformations étaient transformations chimiques, physiques ou nucléaires. La première, on voit assez rapidement que la transformation est nucléaire parce que ça ressemble un petit peu à ce qu'on vient de faire, mais il va falloir prendre le cours pour expliquer tout ça. Ici, c'est une transformation nucléaire. Alors, pour reprendre le cours, il faut reprendre le grand 3 de ce chapitre. Et là, on faisait l'identification des natures de transformation, soit physique, chimique ou nucléaire. Ici, c'est une transformation nucléaire, car les éléments chimiques sont différents. Mais on a la conservation, comme on l'a vu dans l'exercice 12, des A et des Z. Donc là, c'est une transformation nucléaire, car les espèces chimiques sont différentes. Voilà. Petit b et petit c, c'est la même chose. Nous avons ici une transformation chimique. Alors, pourquoi c'est une transformation chimique ici? Transformation chimique, car les espèces, là aussi,
sont différentes, on est d'accord. Ici, on avait les mêmes A et Z, d'accord, mais l'élément chimique ne se conserve pas. On a des espèces chimiques qui sont différentes dans la transformation nucléaire, mais l'élément chimique ne se conserve pas. C'est-à-dire que le plomb ici, on ne le retrouve pas de l'autre côté. Or, dans les transformations chimiques, quel que soit l'élément, hein, donc là, les espèces chimiques sont différentes aussi, mais on a une conservation des éléments, des atomes. Et ça, c'est Lavoisier qui l'a dit, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Donc, ce sont des transformations chimiques. Et enfin, la dernière transformation, transformation physique pour cette dernière transformation. C'est une transformation physique, car ici, l'espèce, on a une conservation de l'espèce chimique. Ce n'est que l'état physique qui change. Hein, on a C10H16O, je ne sais pas ce que c'est, qui passe de l'état solide à l'état gazeux. Donc c'est juste un changement d'état. Voilà pour l'exercice numéro 14. Pardon. Alors il nous restait deux exercices, donc un peu plus compliqués ceux-là, un peu plus longs surtout. Donc on va corriger ça. Alors, exercice numéro 19. Alors, numéro 19, exercice un peu plus long, on a une supernova qui résulte de l'explosion d'une étoile et qui libère des éléments chimiques. L'étoile est principalement constituée des éléments hydrogène et hélium. Et les conditions de température et de pression au cœur de cette étoile et donc de cette supernova permettent la formation d'autres éléments. Et on va voir ça. Alors, déjà, première question, petit 1, petit a. Déterminer la composition des noyaux, attention, des noyaux d'hélium. Alors, hélium, c'est H. Alors, il y en a deux, hein, He2, 4, dehors, et He2, 3. Donc, c'est un 2, 3, c'est un 3, ça. Voilà. Donc, c'est toujours pour les deux cas l'élément hélium. Donc, Z égale 2. Donc, on a ici 2 protons. Voilà. On a 2 protons, car Z égale 2. Voilà. Donc, ici, on aura la même chose. 2 protons, car Z égale 2. Et il nous faut aussi son nombre de neutrons. Et donc, il y a ici 2 neutrons. Donc ça fait 2-3 chapitres qu'on le fait parce que n égale a moins z. Ici et là, donc si on fait 3 moins 2, ça fait 1 neutron. Voilà. Donc la différence entre ces deux, c'est 1 neutron d'écart. Ensuite, petit b. Petit b, les atomes correspondants sont-ils isotopes? Oui, ils le sont, car c'est le même Z et un A différent. On peut l'expliquer comme ça, en fin de seconde, voire en première. Deuxième question. Deuxième question, la synthèse des autres éléments chimiques se fait par une succession de transformations indiquées en justifiant la nature de ces transformations. Donc, ici, on va avoir des espèces chimiques qui vont être différentes. Donc, c'est soit chimique, soit nucléaire. Et on n'aura pas la conservation des atomes. Parce que justement, on veut créer de nouveaux atomes. Donc, si on a la création de nouveaux éléments, alors, obligatoirement, ça va être une transformation nucléaire. Alors, question 3.
dans cette question 3, il faut recopier et compléter l'équation de réaction de fusion de l'hydrogène. Alors vous avez H11, donc ça c'est l'hydrogène, qui va fusionner. Donc déjà il va y en avoir plusieurs. Là vous avez des pointillés ici, donc il faut remplir un nombre stoichiométrique. Du coup, ici vous avez HE de 4, là aussi, plus un certain nombre donc de positons E1, 0. Ok. Donc je vais prendre une autre couleur, on va compléter cette équation. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On va voir qu'il y a plusieurs donc, atomes d'hydrogène qui vont fusionner pour donner un atome d'hélium. Alors évidemment, on va faire pour un atome d'hélium. S'il y en a deux, ben, ça va tout multiplier par 2. Et on prend les nombres stoichiométriques les plus petits. Alors, ici, l'atome d'hélium, donc on est sur une transformation nucléaire, donc on a la conservation des Z et la conservation des A. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, pour savoir combien il y a d'atomes d'hydrogène qui sont fusionnés, il suffit ici de regarder combien j'ai sur les A, la conservation. Donc ici j'ai 4, 1 x 4, 4. Ici j'en ai 0, donc je peux avoir autant de positons, il y aura toujours 0 ici. Donc j'ai obligatoirement un 4 qui est là. Donc sur la conservation des A, on a donc x fois 1 égale à 1 fois 4 plus 0. Donc ça fait x égale 4. Donc j'ai 4 atomes d'hydrogène. Et donc si j'ai 4 atomes d'hydrogène, ici pour les Z, on a 4 fois 1, 4, doit être égal à 1 fois 2, 2, plus un certain nombre de fois x. Et donc ça nous donne x égale 2. Et donc ça nous fait 2 positons. Voilà pour cette transformation nucléaire. Petit 4, je viens de répondre à la question. Cette réaction de fusion modélise-t-elle une transformation physique? Ben non, ce n'est pas une transformation physique, car dans une transformation physique, les éléments chimiques sont identiques. Ce n'est que l'état physique qui change. Là, on voit bien que H et HE ne sont pas les mêmes éléments, donc on peut dire que les espèces non, car les espèces chimiques sont différentes. C'est toujours un peu pareil. Ensuite, question 5. Hop. Alors, question 5. D'autres réactions ont lieu au cœur d'une étoile. Si la température atteint environ 10 puissance 8 Kelvin, alors 10 puissance 8 Kelvin, ça fait 10 millions, 10 millions de degrés. Les réactions d'équation ci-dessous se produisent. Donc je vais l'écrire. Alors ici on a HE de 4, donc l'hélium, qui va fusionner avec lui-même. Voilà. Et ça va donner X, A, Z. Donc il va falloir déterminer X, A et Z. Eh bien, le X, on va le voir après dans le tableau périodique. On va déterminer son A et son Z. Conservation des lois de Soddy. Enfin, donc les lois de conservation de Soddy. Donc ici, conservation sur les Z, conservation sur les A. C'est assez simple. Ici, 2 plus 2, ça fait 4. Donc ici, je vais avoir un 4. 4 plus 4, ça fait 8. Donc on a un élément 4, 8. Si on regarde, là je regarde en direct le tableau périodique, pour Z égale 4, c'est le beryllium, Be. Donc on a l'élément beryllium 4, 8, Be. Et enfin, question 6 pour cet exercice. Dans cette question 6, on vous demande, est-ce que l'eau qui peut être présente dans certains nuages interstellaires, est-ce qu'une transformation nucléaire peut-elle expliquer la formation d'eau? Eh bien non. Non, parce qu'on part de H et de HE, on part de H et de HE, et on arrive à H2O. Et là, vous me dites, bah si, parce que HE peut se transformer en eau. Oui, il peut se transformer en eau, mais pas en H2O.
Ici, vous avez des espèces chimiques qui sont différentes, donc c'est soit nucléaire, soit chimique, mais pour une transformation nucléaire, ce sont toujours des atomes, alors qu'une transformation chimique, on peut avoir la création de molécules. Donc pour une création de molécules, ce sera obligatoirement chimique. Création de molécules, je vais y arriver. On a donc une transformation qui va être une transformation chimique. Voilà pour cet exercice qui était un peu plus complet que les derniers. Et on va terminer avec l'exercice numéro 23. Donc dans cet exercice 23, j'ai trouvé intéressant cet exercice 23 parce qu'il parle du carbone 14. Je vous en parle souvent pour la datation et la datation d'un bateau. Un bateau grec qui est échoué au fond de la mer. Et l'idée, c'est de retrouver évidemment à quelle époque il a été construit. Alors, on va dans la première question, je ne vais pas tout relire, mais dans la première question, expliquer la phrase qui est en italique. La phrase en italique, c'est le carbone 14 est un isotope instable du carbone 12, le mot instable étant déjà justifié, qui dit, donc il est expliqué que quand un noyau est instable, il se désintègre spontanément. Donc ce qu'il faut expliquer, c'est que le carbone 14 est un isotope du carbone 12. Donc lorsqu'on a un isotope, on l'a vu dans l'exercice précédent, on a le même Z, mais un A différent, c'est-à-dire le même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons. Donc ici, vous avez le carbone 12 et le carbone 14 qui sont donc isotopes. Petit 2. Dans cette deuxième question, on vous parle de la désintégration du noyau de carbone qui conduit à l'émission d'un électron et d'un noyau. Il faut écrire l'équation de réaction nucléaire correspondante. Donc le carbone 14, C614 se désintègre avec un élément inconnu, X, A, Z, plus un électron. On ne l'a pas vu en cours, mais c'est une désintégration de type β-. Vous verrez ça l'an prochain, ou en terminale. Oui, parce qu'on ne fait pas ça en première. Alors, 0 moins 1. Donc là, la conservation des modes SODI. Donc on a deux équations. 14 est égal à A plus 0. Donc ça fait A égale 14. Et ici, 6 égale Z moins 1. Ce qui fait Z égale 7. Et si on regarde dans le tableau périodique, eh bien c'est l'azote. Donc ici l'azote, la réponse c'est 7, 14, N pour l'azote. Donc voilà la réponse à la question 2. Alors justifier le fait que la quantité de carbone 14 dans un organisme vivant reste constante. Ça c'est une explication de texte, on le voit dans le texte A. On vous dit que la teneur du carbone 14 est constante dans l'atmosphère. Donc si la teneur en carbone 14 est constante dans l'atmosphère, alors l'organisme va en avoir une quantité constante également à l'intérieur de lui-même. Donc tout organisme vivant a la même quantité de carbone 14. Donc ça, je vous l'avais expliqué en classe. Quatrième question. Alors, quatrième question. Interpréter l'allure de la courbe après la mort de l'organisme. Donc, vu que l'organisme est mort, mais il ne synthétise plus, il n'absorbe plus de carbone 14. Donc, vu que le carbone 14 se désintègre, eh bien, il est normal. Donc là, interpréter l'allure du graphique C. On a donc la teneur qui en carbone 14, en carbone 14 qui diminue, ce qui est tout à fait logique car l'organisme est mort. Donc là, on parle du bois, tout simplement, du bois qui a construit le bateau. Et enfin, question 5, justement, déterminer l'âge
du vaisseau en expliquant la démarche. Alors, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que dans le texte, on mesure un certain nombre de désintégrations par minute et par gramme de carbone, et la désintégration, c'est égal à 10,1, donc désintégration par minute. On regarde le tableau, donc avec le tableau C, on remarque quoi? Que pour un nombre de désintégrations par minute de 10,1, ça nous donne à peu près 2500 ans. Donc le bois a 2500 ans. Et là, on va regarder avec la frise B. Alors, elle est un peu particulière à comprendre, cette frise. Hein, donc, nous, on est bien avant, bien après la conquête romaine, on peut dire. Et donc, on va remonter. Alors là, on est en 2020, d'accord? Donc, c'est à peu près en. Donc, s'il a 2500 ans, il faut regarder à quelle époque correspond l'âge du bateau, c'est-à-dire vers l'an moins 480. Donc, l'an moins 480, si on regarde la frise, on est sur de l'époque classique. Donc, classique, c'est-à-dire Périclès, c'est ça? Et les guerres médiques. Donc, Périclès, moi je connaissais deux noms. Périclès. Et voilà, voilà pour cet exercice numéro 23. Et bien écoutez, je vous remercie pour ces exercices et j'espère que vous avez tout compris. Je vous souhaite une bonne journée.